retour à Paris là, vite fait pour 2 jours et demi à peu près là. Donc j'ai eu le temps là, je viens d'arriver, enfin je suis arrivé il y a quelques heures. Je me suis amusé à faire quelques petites stats sur les trois tribus entre guillemets qu'on a dans le nouveau BT Ogre. Et c'est assez rigolo parce que enfin, je trouve ça assez bien fait dans le sens où on sent quand même assez rapidement qu'il y a un ADN pour chacune des tribus. Les Bisclos vont plus être des utilitaires. Les Gutbusters vont plutôt être des unités de tanking, alors avec plus ou moins de réussite. On va revenir dessus, enfin après là-dessus, mais on sent quand même qu'il y a un ADN porté vers la résistance et le grind, machin. Et les Mossseekers, eux, vont plutôt être des unités de dégâts. Donc, même si tout ce que je dis, enfin voilà, on va avoir des choses plus ou moins hybrides entre ces trois grandes thématiques de l'unité utilitaire, l'unité qui résiste, l'unité qui frappe, il y a quand même plutôt un ADN assez marqué entre les trois tribus. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça aurait pu être légèrement mieux fait, mais c'est quand même assez réussi. Et ça, on est content, ça donne de la saveur au BT. En solo, ça donne envie de jouer un peu de tout, parce que si jamais on réfléchit en termes de solo, c'est toujours sympa d'avoir plein d'outils différents. Surtout qu'on a des battle tracks qui sont déjà adaptatifs. Si ça donne envie de picorer un peu dans toutes les thématiques pour faire un liste qui peut tout faire. Après, on a aussi de quoi polariser sa liste vers l'une ou l'autre des thématiques. Donc là, j'ai fait des petites stats, on va dire, des petites cartouches simplifiées, parce que ça prend pas en compte toutes les règles spéciales des unités. Donc il ne faut pas juger une unité uniquement à partir de ces petits ratios, mais ça nous permet un peu de trier les patates. Donc par exemple, on va voir, comme je disais, que les unités qui font le plus de dégâts sont les Mossseekers. Donc on a les Cleavers par exemple, qui vont faire en moyenne, donc alors comment j'ai fait ces petits dégâts moyens, dégâts moyens, c'est les dégâts moyens contre chaque type de save, et encore remoyenner derrière. Donc c'est une moyenne de moyenne. Donc c'est vraiment une simplification pour voir rapidement à peu près les dégâts qu'une unité est capable de délivrer sans considération de je frappe sur quoi et de la variance en plus parce qu'ils n'ont pas tous le même nombre d'attaques. Mais ça permet d'avoir une ordre d'idée rapide. Donc les cleavers par exemple, il faut savoir qu'ils sont réellement deux, donc ils vont être meilleurs contre de la grosse save que des gloutons. Il faut l'avoir en tête. Mais globalement, il frappe quand même de toute manière globalement un peu mieux. On va avoir un dégât moyen de 13 versus 11 pour les gloutons. Et si on arrive à débloquer le crit de hit, là, ça s'envole, ça passe à 17. Et donc en termes de ratio de dégâts, donc ce que vous avez comme dégâts par rapport au coût de l'unité, on passe de 0,59 à 0,079. Donc on a un ratio de dégâts par point légèrement supérieur à celui des gloutons. Et dès qu'on débloque notre crit de hit, là, ça s'envole et on commence à se rapprocher pour avoir une comparaison avec d'autres armées. Si vous débloquez votre crit de hit sur des cleavers, vous allez pratiquement frapper aussi fort que des Boingrot. Je dis bien pratiquement, pas tout à fait. Et les Boingrot, ils auront plus de volume d'attaque, donc ils auront moins de variance. Ils vont aussi avoir des BM d'impact que vous aurez pas. Donc globalement, les Boingrot, ça reste meilleur que 3 cleavers. Mais voilà, c'est pas pareil parce que vous allez pouvoir aussi débloquer des buffs une fois que vous aurez mangé. Vous allez avoir des bonus accessibles que les Boingrot ne vont pas avoir, par exemple. Les Boingrot, ils vont à moitié bénéficier de certains bonus parce que les, les cavaliers, enfin, les cavaliers prennent certains bonus que les montures ne prennent pas et inversement. Là, les cleavers, voilà, vous pouvez leur donner par exemple de base un, un crit de hit, mais pour être sûr de l'avoir, et comme ça, après, si vous vous rapprochez d'un sorcier et que vous faites au 3+, vous passez en crit mortel éventuellement. Bon, voilà. Euh, assez déçu d'ailleurs de cette mécanique du 3+, parce que on voit que si vous le débloquez pas, bah, vous êtes pas un si bon missile que ça et vous tankez comme de la merde, hein. Votre ratio là enfin vous avez 12 PV save à 5 ward à 6, vous payez très cher au point de vie, un ratio de tanking à 0,085, c'est très faible. Euh, et sur des seuils très faciles à atteindre, 4 PV par 4 PV, parce que des fois vous avez des ratios faibles
mais sur des seuils très compliqués à atteindre. Et du coup, c'est quand même bon. Par exemple, là, le Gluthorn a un ratio de tanking assez faible aussi, mais c'est un méga seuil parce que c'est un monstre. Faut tout péter d'un coup. Si tant que vous n'avez pas tout pété, vous n'avez rien pété. Donc faut avoir ça aussi en tête. Mais je trouve que les cleavers auraient mérité, vu comment c'est contraignant de débloquer le crit de touche, faut être à 6 pouces d'un sorcier, ami ou ennemi, mais en fait le sorcier ami, c'est difficile de le projeter dans la bagarre, parce qu'en fait, surtout que là vous allez vous projeter dans la bagarre avec le sort de Raid de mots par exemple, des 3 plus 3 moves, ou alors sa capacité pour vous donner course et charge. Mais du coup, si vous faites ça, bah, votre sorcier il reste derrière comme un con. Donc en fait, il n'arrive pas à suivre. Euh, si vous allez, si vous essayez de choper un sorcier adverse, bah déjà c'est hyper restrictif, ça vous permet pas de frapper ce que vous voulez. Et même si vous avez réussi, et ben en fait vous avez une chance sur 3 que ça fasse rien du tout. Donc en fait je trouve que c'est dommage, vu que le buff est très restrictif, ça aurait mérité d'être automatique ou alors au moins sur un de plus quoi. Là c'est un peu pour finir une liste, pourquoi pas mettre 3 cleavers, mais c'est dommage que ça soit si dur que ça de débloquer le crit de hit. Derrière, on a les gorgeurs, qui sont pareil, une des unités qui a le meilleur ratio de dégâts de l'armée. Donc après, toujours pareil, par exemple les cleavers, vous pouvez les renforcer, mais ça commence à faire cher payé 440 points, vu comment c'est des chips. Vous allez faire que des trades négatifs, donc à mon avis, vous les jouerez que par 3. Les gorgeurs, la question se pose pas, vous pouvez pas les renforcer. Mais du coup, enfin voilà, ça va délivrer plus de dégâts que 5 gloutons. Par contre, si vous renforcez 5 gloutons, bah 10 gloutons, ça fera pas plus fort. Donc faut aussi avoir ça en tête. Mais en non renforcé, ça fera plus fort que du glouton de base. Et si vous frappez de l'infanterie, vu qu'ils sont anti-infanterie, pareil, vous allez décoller au niveau des dégâts et passer à 17 en dégâts moyens. Donc là, ça devient très bon. En fait, vraiment beaucoup plus de dégâts que des gloutons. Donc c'est une bonne unité de DPS. Et étonnamment, ça tank relativement bien parce qu'en fait, c'est des sacs à PV. C'est quand même 5 figurines qui ont 5 PV chacune, donc ça fait 25 PV. Et ils ont gagné, sans aucune hausse de points, une ward à 6. Donc d'habitude, en fait, ils étaient toujours en pas de save. Ils ont save à 6. Pratiquement tout est N-1, enfin la plupart des choses sont N-1 au moins dans le jeu. Et de toute façon, vous mettez tout le temps des attaquants avec dessus, donc en fait, vous n'avez jamais de save. Là, bon, vous avez pris une ward à 6, donc pourquoi pas, avec l'allégeance où on régène, vu qu'on a 5 PV, des fois ça fera une petite différence cette ward à 6. Allez, vous allez sauver un mec qui va avoir un PV, il va se régène, donc c'est toujours ça de prix. Et donc on a un ratio de tanking, alors c'est du tanking de pur PV, hein, donc encore une fois, faut pas comparer, enfin les ratios c'est bien pour avoir une idée de ce que vous payez en fait, est-ce que vous êtes plutôt en train de payer des PV, est-ce que vous êtes plutôt en train de payer des dégâts, est-ce que votre unité elle est équilibrée ou est-ce qu'elle est polarisée dans l'un ou l'autre des trucs. Après, pour quand on veut comparer, faut avoir en tête que voilà, les gorgeurs vont souffrir face à de la saturation, peu de perforation. Par contre, de la grosse reine ou des blessures mortelles, ça va les faire rigoler. En fait, ça va pas être impactant sur eux. Donc, c'est pas parce qu'une autre unité aura le même ratio de tanking que ce sera la même chose. Mais donc, unité qui frappe fort. Et enfin, Raid de Meaux, lui, vous payez très cher ses dégâts, mais c'est un héros qui se défend bien. Il fait autant de dégâts que 3 Iron Gut, donc pour le double du prix, donc surpayer ses dégâts, mais bon, c'est bien d'avoir un sorcier qui se défend un peu. Vous n'allez pas juste aller choper avec une petite unité de Riverblade, il va les défoncer, donc c'est pas si mal. Par contre, il tank super bien. Pour un héros, j'entends, évidemment, il a un ratio beaucoup plus faible qu'une unité. Mais pour un héros, 0,9, c'est beaucoup mieux, vous voyez, que le Gluthorn ou que le Frostlord. Donc il va bien tanker. Et donc vous allez le payer évidemment pour ses sorts. Et en fait, même s'il fait peu de dégâts, il reste dans la même thématique des Mossseekers de l'agression, puisqu'en fait ses sorts vont permettre de buffer les dégâts des autres, ou alors de les accélérer, parce que vous allez pouvoir leur donner le D3 plus 3 move, vous allez pouvoir leur donner course et charge directement en face de héros, donc il est dans cette même ADN de, en fait, les Mossseekers, globalement, c'est des mecs qui tabassent ou qui aident les copains à tabasser ou à aller plus vite et donc à tabasser. Donc je trouve ça cool d'avoir vraiment un ADN Mossseeker agression. On passe ensuite au comment ils s'appellent déjà les Gutbusters, je sais même plus ce que ça veut dire en français d'ailleurs. Alors là, donc vous allez avoir des ratios de dégâts un peu plus faibles, mais des ratios de tanking
ou des seuils de tanking qui vont être très intéressants, ou des règles de tanking qui vont être très intéressantes. On commence par les classicos Gloudon. Donc, ils ont gagné un plus un save quand ils n'ont pas chargé par rapport à avant, ce qui les rend vraiment bien tankés. Donc, ils sont à 0,13 s'ils n'ont pas leur bonus, 0,15 s'ils ont leur bonus. Donc, c'est un très bon ratio de tanking. Et en fait, c'est comparable, pareil pour avoir des comparaisons, c'est un ratio qui est comparable à des brutes. Évidemment, les brutes vont tanker à la save, eux ils vont plutôt tanker au PV. Donc ils vont pas souffrir, enfin ils n'auront pas les mêmes Nemesis, mais c'est vous payez à peu près pareil votre tanking. Mais par contre votre unité vaut un peu plus cher, donc après voilà vous allez avoir si vous les renforcez, vous aurez un plus gros, une plus grosse enclume, mais ça réceptionne bien et ça fait un petit peu plus de dégâts que des brutes. Donc c'est pas non plus le truc de l'unité DPS du siècle, mais vu que ça va bien réceptionner, en renforcer, la baffe que vous allez mettre en retour va faire peur. Donc si vous voulez jouer 10 gloutons, il n'y a pas n'importe qui, il faut vouloir rentrer dedans parce que vous allez avoir du mal à tuer les 10 et les mecs qui restent, bah, ils vont vous tabasser la gueule. Donc c'est pas mal. Par contre, ça, pareil pour comparer avec les brutes, ça va accéder à beaucoup moins de buffs offensifs que les brutes. Puisqu'en fait, vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, un gros changement, j'ai beaucoup entendu que le nouveau domaine de magie était génial. Euh, il est comme, il est différent de celui d'avant, mais je dirais pas nécessairement qu'il est meilleur. En fait, il va beaucoup vous aider, effectivement, sur tous les match-ups où l'adversaire vous propose des malus de moins un hit, que vous pouvez pouvoir facilement compenser avec votre sort illimité qui passe à 6. Donc votre Bloodfist, en fait, il est plus facile à passer qu'avant, il passe à 6 alors qu'avant il passait à 7. Il est limité, bon, ça c'est plutôt anecdotique parce que je pense pas qu'on va jouer plusieurs sorciers. Soit on joue un Butcher, soit on joue Raid de mots. Je vois pas dans quel monde on joue les deux, sachant que le Butcher en plus il coûte super cher. Euh, donc il est plus facile à passer, il vous aide dans les match-ups qui mettent des moins un hit, mais dans tous les autres match-ups, bah en fait c'est moins bon. Parce qu'en fait, vous n'avez plus la possibilité qu'on avait avant de faire quelque chose qui est très important dans Age of Sigmar, qui est l'accumulation de buffs. Tiens. Et pour ça, il faut avoir des buffs différents. Si vous faites un sort de plus un touche et que votre adversaire ne vous dit pas, ne vous met pas de malus de moins un touche, bah en fait, vous pouvez pas le cumuler avec une attaque en règle. Parce qu'en fait, vous serez bloqué à plus un, donc votre plus 2 là, il vous sert à rien. Alors qu'avant, Bloodfist, il donnait plus une attaque, donc c'était un buff différent, qui en plus, selon l'unité sur laquelle vous le métier, pouvait vraiment faire envoler vos dégâts, parce que si vous faites une plus une attaque sur des Iron Gut, bah, vous passez de 3 à 4 attaques, c'est une augmentation de dégâts beaucoup plus importante que par exemple sur des gloutons où c'est passé de 4 à 5. Donc l'efficacité du buff n'était pas la même sur toutes les cibles. Euh, et vous pouviez le cumuler avec un plus un touche. Donc plus un touche, plus une attaque, bah en fait vous faites envoler vos dégâts beaucoup plus que juste un plus un touche. Donc en fait maintenant, Ogor va avoir du mal à casser des grosses unités renforcées et très résistantes. Par exemple, je parlais des brutes, 10 brutes ou 10 chosen. Bah là, actuellement, dans le BTO Gore, je vois pas trop ce que vous avez pour entrer là-dedans. Ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais il y a des choses à faire. Peut-être plutôt falloir les gratter avant avec des tirs, les contrôler avec une catapulte éventuellement, ou alors les bloquer, les encercler. Si vous arrivez à les empêcher de s'enfuir sur la charge de buffle de 10 gloutons, et que vous leur distribuez une tétrachée de BM, là oui vous allez les gérer. Mais s'il a la place pour reculer et que vous pouvez pas lui mettre les BM, bah ça va être très difficile de gérer ça. Vous n'avez pas les stacks de buff en fait nécessaires. Alors qu'avant, vous envoyez des Iron Gut en plus une attaque, vous avez presque pas besoin de la double acti pour laver, euh, pour laver un pack de brut, parce que plus une attaque, plus un touche sur 8 Iron Gut, bah ça dégommait à peu près n'importe quoi dans le jeu. Donc ça a pas mal changé. Donc les Iron Gut, j'en parlais, donc je continue là-dessus. S'ils n'ont pas la Ward A5 parce qu'ils sont pas à côté d'un héros, ils ont un ratio de tanking mauvais. Donc ça va pas tanker du tout. Donc c'est, ouais, on va être pratiquement au niveau des cleavers, hein. C'est pour dire à quel point c'est fragile. Bah, de toute façon, c'est pareil, hein. Vous avez 12 PV versus 12 PV dans les cleavers. Là, vous avez juste un de save en plus, alors que les cleavers ont un de ward.
Et si vous avez votre ward, ce qui va être relativement facile à faire en réception, mais encore une fois, beaucoup plus difficile à faire en agression, parce que votre héros va avoir du mal à suivre, là vous passez à 0,12, ce qui est pas non plus ce qui est correct, mais c'est pas énorme non plus. On reste en dessous du glouton, même sans son buff. Donc voilà, c'est pas. C'est censé. On sent que ça a été écrit pour être un truc quand même relativement tanky, parce qu'il y a cette règle de garde du corps, on débloque des wards, etc. Mais en fait, bah, vous avez que 3 figurines avec 4 PV chacune, donc c'est compliqué. Je pense que c'est un War Scroll qu'on verra pas beaucoup, voire même pas du tout, parce qu'en fait, la règle que vous payez, encore une fois, c'est pas juste des stats bruts, tout ça, il y a des règles derrière. La règle que vous payez, que Game Workshop vous fait payer, c'est le fait d'avoir le droit de faire une charge de buff si vous l'avez déjà fait ailleurs. Sauf que déjà, vous faites une charge de bluff avec 3 ou 6 figurines, c'est pas aussi intéressant que de la faire avec 5 ou 10 figurines. C'est pas l'unité qui a le plus envie de faire une charge de buffle, premièrement. Deuxièmement, pour faire 2 charges de buffle dans le tour, bah, votre première de toute façon elle va toujours aller sur les gloutons, donc ça veut dire que ce sera intéressant si vous chargez pendant le même tour avec et des gloutons et des Iron Guts. Sauf que là où ça se complique, c'est que pour faire ça, sachant que vous bougez de 6, et que le mec il va pas se mettre devant vous, euh, ça veut dire que vous allez devoir dépendre de plus de choses que. En fait, Raid de mots, il vous permet d'envoyer un missile par tour de manière fiable. Si vous voulez envoyer 2 d'un coup, ça veut dire que soit vous payez 2 CP sur une unité pour dire bah toi tu vas bouger de 12, et vous réussissez votre sort de D3 plus 3 move sur la deuxième, qui du coup va bouger entre 10 et 12, donc potentiellement un peu moins, potentiellement euh, non, forcément, si c'est D3 plus 3, c'est ça, donc ouais, vous pouvez, si vous faites votre 5 ou 6 sur le D3, vous pouvez aller aussi vite que votre autre unité qui a couru à 6, mais vous avez des chances de faire moins, et ça, il faut passer votre sort pour y arriver. Donc bien sûr, vous allez commencer par le sort, et si vous avez réussi, vous ferez votre course auto sur la deuxième unité. Donc vous pouvez envoyer une unité qui va bouger de 10 et l'autre 12 et tenter ça, mais c'est dépendant d'un sort. Soit, mais là l'adversaire va voir le truc venir à 1000 km, vous vous dites T1, je donne course et charge à mes 10 gloutons, mais je reste chez moi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est jusqu'à la fin de la bataille qu'ils ont course et charge. C'est pas obligé d'y aller tout de suite. C'est T1, boum, je paye un CP, je donne course et charge à mes gloutons, je reste chez moi. Dans mon petit château avec règle de mots, ça va. T2, je donne course et charge à mes 6 allumettes. Donc là, les deux ont course et charge. Sauf qu'encore une fois, bah, il n'y en a qu'une seule qui va pouvoir, et c'est là le problème, on revient un peu au souci d'avant, sauf que il n'y en a qu'une seule qui pourra prendre la course auto. Donc l'autre, peut-être qu'elle va taper son 1 à la course, et donc vous serez encore une fois dépendant de passer votre sort sur la deuxième unité, qui pour le coup, comme elle aura course et charge, pourra quand même aller euh, plus vite que si vous avez juste mis le sort. Mais voilà, c'est quand même très difficile à setup. Donc je pense pas qu'on ait envie de s'emmerder avec ça. Il y a des manières plus simples de jouer et plus efficaces et plus flexibles. Donc l'Iron Gut, on ne le verra pas. Dans la partie tanking, on va miser sur les gloutons. Et mais alors de manière moindre. On pourrait en placer deux, je vois pas pourquoi on en jouerait plus. Mais les Maul Beast, alors vous payez cher, votre ratio de tanking, euh, il est assez faible, hein, il est même en dessous des cleavers, sauf que c'est pas pareil. Là, vous avez des unités qui ont 7 PV, donc là, il y a un effet de seuil qui change totalement, qui fait qu'il faut plus trop, dès qu'il y a des effets de seuil, le ratio est beaucoup moins intéressant. Là, le mec il vous met 6 PV et pas le septième, bah ma bestiole elle est encore en vie. Je vais pouvoir la régénérer, la rallier, je vais pouvoir la régénérer si j'ai la bonne sous-faction. Il va continuer à frapper. Et en plus, en charge sur un 3+, il vous met un moins un bless, donc ça contribue à renforcer sa résistance. Et en plus, il vous dit, vous ne comptez jamais comme ayant chargé sur lui. Ce qui enlève beaucoup de sources de dégâts. Toutes les BM d'impact, les plus une attaque en charge, les plus un rend en charge, comme les Witch Elf. Enfin, il y a énormément de choses qui augmentent leurs dégâts en fonction du fait d'avoir chargé. Bah, eux vont l'annuler. Donc c'est quand même une unité qui est dans l'ADN du tanking, mais qui, à mon avis, va plutôt être là pour babysitter. C'est-à-dire que vous n'allez pas les poser en plein milieu comme dit Glouton. Vous allez vous mettre en petit cordon devant un Glutton, par exemple, ou devant un Frostlord, pour dire bah, j'ai ma grosse bestiole collée à mes deux Molbistes
qui sont devant. Et donc si tu veux venir chercher ma grosse bestiole, et bah tu seras en pas de charge et ça va te rendre très compliqué de passer le seuil de mon gros monstre. Voilà. Donc, ou alors vous allez le lancer dans 10 cavaliers pour dire bah mon gars 10 cavaliers cross, bah je vais t'engluer, tu vas pas me faire de dégâts. Puis voilà, ils vont venir un peu faire chier et distribuer leurs debuffs, en fait qu'ils soient deux ou qu'ils soient quatre, ils distribuent les mêmes debuffs, dans un bless et pas de charge. Donc il n'y a pas de raison d'en jouer 4 vu que vous payez cher, plus cher vos dégâts et vos PV. C'est là vous payez vraiment la règle en fait, les deux règles. C'est les règles que vous payez et pas forcément les stat points. Après ça cogne quand même, hein, ça met 13 dégâts. Donc c'est comme 3 cleavers qui n'ont pas de crit de hit. Donc ça frappe fort en charge. Là c'est les dégâts en charge, quand ça n'a pas chargé ça fait moins. Mais voilà, là vous payez vos règles. Le Gluthorn, il va avoir des ratios très similaires au Frostlord. La différence, c'est que lui, il va mieux tanker les bursts, puisqu'en fait, il a alors un PV de plus, oui et non, parce qu'en fait, le Frostlord, avec sa règle squelette de pierre, a au moins un PV de plus théorique, puisque même s'il prend tous ses dégâts dans une seule phase, bah, vous allez ignorer un dégât. Donc en fait, j'ai mis 15, mais il a toujours minimum 16 PV. Mais il a un save en moins, donc le Glutton va mieux tanker les bursts. Par contre, le Frostlord va mieux tanker des sources de dégâts dispersées au cours du temps. Donc si l'adversaire compte sur de la magie, du tir, des d'impact, ceci, cela pour vous tuer, bah là c'est le Frostlord qui risque peut-être plus tanky. Ils ont quasiment les mêmes dégâts. Ce qui change, c'est que le Glutton, il a, il est légèrement moins dépendant de la charge parce que le cavalier est tout le temps dégâts 3, là où le Frostlord, lui, le cavalier est dégâts 3 que en charge. Par contre, les deux bestioles sont dégâts 3 quand elles sont pas chargées et dégâts 4 quand elles sont chargées. Donc le Glutton est un tout petit peu mieux quand il n'a pas chargé. Par contre, vous le payez plus cher, hein. Et il a pas les mêmes règles. Il donne Strike Last et Reroll d'un dé de charge, là où le Frostlord, vous payez son Rampage surtout de déplacement. Qui, du coup, c'est pas les mêmes rôles. Le Glutton, je pense qu'il va être meilleur pour grind. Donc, il peut se soigner à la fin de chaque tour, continuer à mettre des dégâts même s'il n'a pas chargé. Il est dur à tuer. Enfin, je pense qu'il peut, s'il se régène à la fin de chaque tour, un peu comme Morga. Morga, on voit bien, c'est une Gutbuster avec sa règle où elle mange encore plus que les autres et qu'elle se soigne à la fin de chaque tour. On voit bien que c'est une figurine qui a plus été pensée pour grind. Il faut qu'elle reste au corps à corps longtemps pour se rentabiliser. Le Frostlord, c'est un peu plus un, un missile entre guillemets et limite utilitaire parce qu'il va se glisser dans des failles, il va faire plein de tricks de moves. Enfin, il a le meilleur rampage du jeu. Enfin, de mon point de vue, il a le meilleur rampage du jeu. On pourrait faire vidéo entière sur toutes les possibilités de que son rampage débloque. Je donne à la volée quelques petits exemples. Par exemple, vous avez un Ushoran qui est enroulé derrière des ghouls, ce qu'on appelle dans le milieu la kippa, entre guillemets, en fait, vous puissiez pas engager les ghouls sans engager le Ushoran qui est derrière. Ben lui, en fait, il s'en fout. En fait, lui, il charge les ghouls. Il dit de toute façon, même si je fais un double 1 sur mon rampage, je recule de 2, bah voilà, je suis plus engagé avec Shura. C'est un exemple d'utilisation. Parce qu'en fait, son rampage, il bouge 2d6 et la seule condition, c'est de finir en combat. Mais en fait, si vous êtes à 2 pouces, vous êtes en combat. Vous n'avez pas obligation de finir à 0,5. Donc, vous pouvez l'utiliser pour reculer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment imbriquer plusieurs unités entre elles pour vous dire bah mon gars t'es obligé d'engager 500 points d'un coup, 1000 points d'un coup, donc en fait pour ton trade il va être super dur parce que tu vas m'envoyer ton unité, ok tu vas me tuer des trucs mais moi je vais te dégommer derrière, voire même je vais t'obliger à engager un truc qui va te mettre strike last et donc juste tu vas mourir. Bah lui en fait il peut éviter ça. Lui il va reculer, donc il va permettre de rentrer dans des blobs sans engager justement tous les trucs qui sont imbriqués. Il peut faire du ping-pong, donc il peut charger un truc, puis l'utiliser comme tremplin pour aller dans un truc qui est beaucoup plus loin. Il peut traverser aussi des cordons, il peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc plus un aspect utilitaire. Bim bam boum, donc pour continuer sur les Blisco, donc on a lui qui est un petit missile mais plus utilitaire que missile tout court parce que il fait 13 dégâts, donc encore une fois comparable à 3 cleavers. Par contre, vous payez plus cher vos dégâts. Donc là, vous allez payer la mobilité, vous allez payer
en fait le Rampage pour vous glisser, donc pour avoir un aspect plus utilitaire. Les deux riders, pareil, des ratios de tanking et de dégâts qui. Le ratio de dégâts, cela dit, il est pas si mauvais, mais c'est quasiment autant que des gloutons. Et là, j'ai compté le tir, bien sûr. Je comptais corps à corps plus tir. De toute façon, ils ont shooting combat. Donc en fait, voilà, ils tireront tout le temps, même s'ils sont au corps à corps. Il est étonnamment pas mal. En fait, c'est assez surprenant. Les riders font quand même pas mal de dégâts. Et en plus, vous avez des super règles de mouvement, de redeploy qui sont pas des redeploy dans le tour adverse. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est cumulable. Enfin, ça prend pas de PC et en plus c'est cumulable avec un redeploy sur elle-même ou ailleurs. Donc je trouve que c'est une bonne utilité d'utilitaire qui va pouvoir bouger très vite, aller mettre des dégâts qui sont quand même relativement conséquents. Euh, donc on est presque aussi sur une unité agressive. Les hunters qui font peu de dégâts, très peu de dégâts, mais par contre qui vont pouvoir, là j'ai pris que l'arme de tir, donc ils vont pouvoir les faire sur plusieurs tours à distance. C'est en gros entre 3 Jedi et 6 Ball Boys. Ce qui est plutôt logique, parce que 3 Jedi ça vaut 120 points, 6 Ball Boys ça vaut 200 points. Ils font des dégâts qui sont entre les deux, et ils valent entre les deux 160 points. Donc c'est plutôt cohérent, il n'y a pas d'aberration au niveau des dégâts. Le ratio de dégâts est même assez faible par rapport à d'autres unités de tir, donc on est plutôt, encore une fois, on se rapproche plus des Jedi et des Ball Boys que d'une unité vraiment purement de tir comme des Ratling, qui vont avoir un ratio de dégâts beaucoup plus important et des dégâts aussi dans l'absolu 2 voire 3 fois supérieurs. Là, vous délivrez en moyenne 4 de dégâts. Le Ratling, ça va être le triple. Donc, en revanche, donc une unité utilitaire pas mal, surtout qu'en plus, quand vous faites charger les loups, enfin les tigres, ils vont mettre DBM, donc c'est pas mal. Petite, alors est-ce que c'est une aberration? Pas forcément, mais petit point d'attention, le ratio de tanking est abusé. Vous êtes à 0,167, c'est mieux que des gloutons qui sont en plus un save. En fait, en réalité, vous tankez pareil que 5 gloutons qui n'ont pas le buff, juste vous payez moins cher vos PV, 160 points. Mais du coup, ça fait un super cordon. Par 5, en fait, c'est du Gnoblar amélioré. C'est le meilleur cordon du BT. Et donc, on va en voir. C'est utile d'avoir 5 hunters pour faire un cordon. Bizarrement, on peut les renforcer. Moi, je trouve que c'est une erreur de la part de Game Workshop. Ça colle pas à l'ADN des chasseurs de pouvoir les renforcer. Ça n'a aucun sens fluffiquement parlant. Ils auraient dû les mettre non renforçables. Bon, c'est pas impossible. Enfin, on peut en jouer 10. Ça commence enfin, à voir ce que ça peut faire, mais c'est vrai que ça fait. Alors, ce sera moins dans l'esprit utilitaire du coup, mais ça peut faire un truc où ça devient un peu chiant de rentrer dedans parce que du coup, vous allez vous taper 19 tirs de contre-tir et vous allez avoir 4 loups. Donc, vous allez commencer à lancer l'UID pour distribuer des BM sur l'I3, donc vous allez me prendre 5 BM dans la gueule. Donc, dépendamment de ce avec quoi vous venez, ça peut être plus ou moins chiant. Par exemple, si on veut aller chercher The Hunter avec 2 Ball Beast, bah c'est chiant parce qu'en fait, vous allez avec le contre-tir plus les 5 BM, bah il y a un monde où vous perdez un de vos un de vos deux cavaliers, donc la moitié de votre unité avant de frapper. Donc, avec des Molbis, c'est super chiant d'aller chercher des hunters. En revanche, avec d'autres unités, ça peut être beaucoup moins problématique. Par exemple, prenez une grosse bestiole comme un Frostlord. Bon, lui, il s'en fout, il peut y aller. Ok, bah, tu m'as mis 3-4 PV en phase de tir. J'en ignore une. Ok, tu m'as mis 3 PV, super. J'arrive en phase de charge, tu veux me mettre 4 BM, j'en ignore une, j'ai pris 3. Ok, tu m'as mis 5 ou 6 PV avant que je frappe. Moi, je vais raser ton unité. Au pire, il reste un truc, je power through, je repars. Voire même, je reste là vu que t'as pas shooting dans le combat s'il n'y a pas des amis à côté qui sont là pour se venger. Et derrière, je vais me soigner à la fin du tour si j'ai pris la sous-faction pour me soigner, ou alors je vais me rallier, ou alors je vais ceci, je vais cela. Donc un Frostlord peut aller chercher sans problème des Hunter, sachant qu'un Frostlord c'est 340 points. Une unité renforcée d'Hunter c'est du coup 320 points. Donc en fait, s'il les bute, il a rentabilisé son nombre d'un point, et en fait, il va quasiment être enfin, encore opérationnel, même très opérationnel après les avoir butés. Donc voilà, ça va être plus ou moins, selon avec quoi vous voulez chercher, ça va être plus ou moins chiant, mais là, j'ai pris cet exemple
des Maul Beast et des Frost Lord, encore une fois, pour montrer l'importance des effets de seuil. Des fois, on a des ratios de tanking faibles sur un monstre, on dit ah, c'est de la merde. Ouais, mais en fait, il y a plein de situations où votre effet de seuil il va être super important. Et là, de Maul Beast, c'est un ratio de tanking supérieur à un Frostlord, sauf que pour aller chercher The Hunter, le Frostlord il est 1000 fois mieux. Voilà. Et enfin, on a le Bull Pelt. Alors, j'ai pas mis tout le BT non plus, il n'y a pas la place. Et puis là, c'est, on va dire, les War Scroll, c'est le plus intéressant aussi de regarder un peu les stats. Après, la magie, etc., c'est moins les stats qu'on va regarder. Le Blood Pelt, du coup, dégâts très faibles, ratio de dégâts aussi très faible. En revanche, dès qu'il frappe du monstre, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Donc si vous frappez du monstre, votre ratio de dégâts, il est supérieur à celui des hunters. Et en plus, vous débloquez un plus un touche sur les copains. Donc vous pouvez le prendre, ne serait-ce que pour débloquer le plus un touche sur les copains, et parce qu'aussi il va vous permettre de débloquer un régiment mené par un bisclo et donc une double FEP. Mais si vous frappez sur des monstres, du coup, il devient vraiment très très fort. Les hunters aussi. D'ailleurs, euh, j'ai pas mis, j'aurais dû mettre un slash sur les hunters parce que de mémoire, les hunters aussi à pied sont anti-monstres. Donc là, il aurait fallu rajouter un slash pour regarder les dégâts et le ratio de dégâts sur du monstre. Mais vous faites combo Blood Pelt plus 5 ou 10 hunters sur un monstre. Si je me trompe pas et qu'ils sont bien anti-monstres, vous débloquez le plus un touche, plus encore le plus un reine. Waouh! Vous commencez à faire très peur aux monstres. Et si vous embusquez les deux, un Blood Pelt et 10 Hunter en embuscade, qui arrivent sur un côté, boum, j'arrive à 9 de toi, mais je tire à 15. Donc en fait, si tu veux autant prévenir, faut que tu fasses un redeploy à 6. Si tu fais pas un redeploy à 6, j'ai tous mes mecs qui tirent. Et en réalité, même si tu fais un redeploy à 6, j'ai au moins les trois quarts de mon unité qui va tirer, ou la moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites une FEP à 9. Si vous arrivez à faire une FEP à 9, ou vous n'êtes pas aligné en ligne, mais en arc de cercle à 9 autour de votre cible. Parce que du coup, en fait, si vous êtes en arc de cercle à 9 autour de votre cible, et que lui fait un recul de 6, en fait, il recule de 6 en ligne droite par rapport à une seule figurine. Les autres qui sont sur l'arc de cercle, il va pas reculer de 9, il va reculer de moins. Enfin, il va pas reculer de 6, pardon, il va reculer peut-être de 5,5, de 5 ou de 4, et donc en fait, il va pas vous sortir de votre portée de 15. Donc en fait, ça peut être assez effrayant sur un match-up où l'adversaire a des monstres, de dire que je mets un Blood Pelt et The Hunter en fait. Ça peut être intéressant en tout cas. Donc voilà, des unités plutôt utilitaires du côté des Biscléo, des unités plutôt tanky, même si on voit que c'est foiré sur les Iron Gut qui ne seront pas joués. Il y avait une idée de War Scroll Tanking, mais qui est pas, à mon avis, qui fonctionne pas. Mais on a senti quand même qu'il y avait un ADN de chercher de la tankiness là-dessus, notamment avec Morga aussi qui se régénère. J'aurais dû mettre d'ailleurs Morga à la place du Bluetorn ici. Et des Mossseekers qui frappent très fort, mais qu'on va pas forcément avoir. Alors, soit qui sont pas renforçables, soit qu'on va pas avoir envie de renforcer. Donc du coup, c'est des dégâts différents d'unités de Gutbuster qu'on aura peut-être plus envie de renforcer. Si jamais quelqu'un a envie de jouer des Iron Gut, il peut en jouer 6, ça fera des dégâts. Après on peut jouer 6 Cleaver aussi, mais ça va mourir en 2 secondes. Enfin voilà, il y a 3 ADN différents, et je trouve que c'est relativement bien équilibré. Il n'y a rien qui me paraît aberrant là-dedans. Il y a des choses qui me paraissent légèrement plus faibles ou légèrement plus fortes. Je trouve que les cleavers devraient plus facilement avoir leur crit de 8. Sans ça, ils sont quand même difficiles à rentabiliser. On n'a pas envie de les jouer en renforcé parce que c'est beaucoup trop d'investissement par rapport à ce qu'on va tuer. Les Iron Guts, c'est raté. Mais en fait, à part voilà cette petite doléance sur les cleavers et sur les Iron Guts, je trouve que le reste est bien équilibré. Les gloutons ont l'air très tanky comme ça, mais encore une fois, c'est comparable à de la brute en fait. Donc ça me paraît pas une aberration statistique. Ils font un peu plus de dégâts des brutes, oui, mais comme je l'ai expliqué, ils n'ont pas accès au mode stacking de buff. On leur mettra au mieux en plus un touche, c'est tout. Là où, enfin, c'est tout. Si on a déjà combattu, on peut débloquer du crit de 8 ou du Inner de la War. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais il faut déjà avoir combattu.
que si l'adversaire fait pas l'erreur de vous envoyer une merdouille sur vous pour vous nourrir et vous débloquer vos buffs, vous allez souffrir avant d'avoir votre buff. Ou alors si vous le débloquez tout de suite le crit de vite avec de raid de mots, bah vous allez être long. Donc enfin voilà, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Mais là où l'Iron Joe, les 10 brutes, il peut les passer en crit mortel sans aucun problème. Et c'est stackable avec du plus un touche, c'est stackable avec du plus une attaque, c'est stackable avec énormément de choses, des charges à 3d6, des machins, des trucs. Donc il y a beaucoup plus de stack. Du côté une téléportation, enfin voilà, on peut stacker plein de trucs. euh, Plus de choses sur les brutes que sur les gloutons. Donc voilà, on a l'impression que c'est un peu, enfin, la seule aberration entre guillemets statistique qu'on pourrait avoir envie de voir dans le BT Ogre, c'est les gloutons. Mais moi, je pense que c'est pas tant une aberration que ça. Après, là où le problème, ça va être que on va quand même en voir beaucoup, un minimum 10, voire même 20 sur certains joueurs, mais c'est à cause de la saison en fait, plus qu'à cause de leur War Scroll lui-même. C'est que la saison, on a des scénarios très resserrés, donc ça incite tout simplement à jouer 10 ou 20 gloutons pour aller prendre le centre avec des objectifs très resserrés. Si on était sous l'ancienne saison où on avait plein de scénarios à 6 objectifs complètement éclatés, on n'aurait pas vu de doublette de 10 gloutons. Donc ça c'est juste c'est le problème de la saison et pas le problème de War Scroll pour moi.